Bienvenue sur Agora. Que vous soyez athée ou non, il faut reconnaître que la mort demeure l'un des plus grands mystères de notre existence, mais également et surtout notre plus grande peur. Qu'advient-il une fois que nous rendrons l'âme? Ne serait-il pas possible de contourner ce destin qui semble inévitable? Que dit la science à propos de l'immortalité et qu'en pensent les hommes les plus riches de notre époque? C'est autour de ces questions que va s'articuler notre vidéo de ce jour. Restez câblés jusqu'à la fin pour ne pas manquer une seule seconde. Commençons. Pourquoi la mort s'abat-elle sur les hommes? Parmi tous les organismes aquatiques étranges et merveilleux qui peuplent nos océans et nos rivières, nommés d'après un serpent dans la mythologie grecque antique qui peut régénérer les têtes, les hydres sont des parents d'eau douce, des méduses, des anémones de mer et des coraux. Comme une graine de pissenlit, il a un long corps avec une touffe de tentacules à une extrémité et pas grand chose à voir. Lorsqu'une hydre est coupée en morceaux, chaque morceau repousse pour former un individu entièrement nouveau. Ses propriétés régénératrices ont suscité l'intérêt des biologistes à la recherche de preuves de l'immortalité dans la nature. Pourquoi ces espèces ne semblent-elles pas rendre l'âme naturellement? Et la mort est-elle inévitable? La sénescence a été décrite au milieu du XXe siècle comme un compromis entre la reproduction et le maintien des cellules. Un corps vivant utilise ses ressources pour grandir et nous maintenir en bonne santé. En d'autres termes, il maintient nos cellules en vie. L'enfance et l'adolescence consistent à rester en vie et à être aussi fort et en bonne santé que possible. Après la maturité sexuelle, la priorité est accordée à la reproduction. Comme les ressources de la plupart des organismes sont limitées, la priorité donnée à la production d'une descendance peut se faire au détriment de la santé. Prenons l'exemple d'un saumon qui a remonté le courant pour frayer et qui meurt immédiatement après. Tout est mis en œuvre de manière à donner au saumon les meilleures chances de parvenir à la frayère et une fois en place, il en profite au maximum. Les chances que le saumon redescende, survit une année de plus en mer, fasse le même voyage retour et réussisse à frayer à nouveau sont si faibles que la sélection naturelle n'a jamais favorisé ces individus. De toute façon, ils ont déjà réussi le transfert de leurs gènes avec succès une fois. Lorsque les organismes atteignent la maturité sexuelle, la force de la sélection naturelle s'affaiblit et le processus de vieillissement commence, conduisant finalement à la mort. Mais ce n'est pas pour laisser la place à la génération suivante. Ce qui pourrait être intéressant d'un point de vue altruiste, explique Alexei Maklakov, professeur de biologie évolutive et de biogérontologie à l'université d'East Anglia au Royaume-Uni. Au cours de toute notre existence, nos gènes collectionnent les mutations. Certaines sont totalement aléatoires, d'autres résultent de notre alimentation ou de facteurs externes comme les rayons UV. Avant la maturité sexuelle, toute mutation génétique qui diminue la probabilité de reproduction d'un organisme, voire qui tue l'organisme avant qu'il ne se reproduise, est fortement sélectionnée, explique Gabriela Kontouridze, biologiste évolutionniste au département d'anthropologie de l'université d'Oxford. D'autre part, une fois qu'un organisme atteint sa maturité sexuelle, il peut transmettre ses gènes à la génération suivante. À ce stade, les forces de la sélection naturelle s'affaiblissent. Prenons l'exemple du saumon, qui fraye tout le temps. Il a atteint l'âge adulte et peut se reproduire. Sa progéniture serait alors probablement capable de se reproduire après le frai, de générer aléatoirement sa durée de vie et de survivre une autre année de plus. Mais il ne faut pas oublier que les saumons ont déjà une génération sans mutation dans la nature. Il y a peu d'intérêt à poursuivre les efforts nécessaires pour maintenir une bonne santé après la reproduction. Les gènes qui permettent cela sont immunisés contre les pressions sélectives qui les rendent plus fréquents. Un individu aimerait rester en vie, mais à ce stade, la sélection naturelle ne s'exerce plus autant sur lui, parce qu'il n'y a plus rien à donner à la génération suivante, explique M. Kontouridze. Mais toutes les créatures ne sont pas aussi extrêmes que le saumon qui se reproduisait autrefois. Certains survivent un peu plus longtemps afin d'avoir plus de progéniture. La plupart des mutations de notre ADN ont des conséquences négatives ou n'ont aucun effet. Notre corps est capable de réparer certains dommages, mais notre capacité à le faire diminue avec l'âge en raison d'une sélection naturelle plus faible. Le vieillissement et la mort se produisent avec l'accumulation de mutations négatives dues à une faible sélection naturelle et à des mutations qui auraient pu être bénéfiques pour la reproduction. Les mutations du gène BRCA sont un exemple de ce dernier phénomène, mais sont également associées à une amélioration de la fertilité chez les femmes porteuses. Les mutations du gène BRCA peuvent donc offrir des avantages reproductifs tôt dans la vie, suivis de risques accrus pour la santé plus tard. Caitlin McHugh, biologiste à l'université d'État de l'Utah dans l'Oregon, affirme que le potentiel de reproduction est important, de sorte que ce qui se passe tôt dans la vie primitive l'emporte sur ce qui se passe plus tard en âge de procréer. La sénescence est pour nous une protection contre le cancer, vu qu'elle peut empêcher une cellule dont le matériel génétique est endommagé de se reproduire. Il est également suggéré que certaines espèces deviennent plus performantes avec l'âge, ce que l'on appelle la sénescence négative, mais les preuves de cette hypothèse sont peu convaincantes, selon M. Maklakov. Si l'écologie d'une espèce est telle que, pour une raison donnée, la reproduction est faible ou qu'il n'est pas possible de se régénérer au début de la vie, les animaux qui s'accouplent en harem, comme les morses ou les cerfs, en sont des exemples. Un mâle peut contrôler tout un groupe de femelles. La taille de ce réseau et donc la quantité de descendants qu'il peut avoir peut connaître une augmentation avec son âge et sa taille. Il ne s'agit pas de véritables exemples de sénescence négative, et les études qui l'affirment sont
sont probablement erronées, pense le scientifique. Selon une étude menée par Megan Arnaud et Ruth Mice de l'University College de Londres, les femmes qui ont des rapports sexuels réguliers sont ménopausées plus tard. Elle suggère qu'il s'agit là d'un exemple de compromis. L'énergie dépensée pour l'ovulation pourrait être mieux utilisée par le reste du corps s'il n'y a aucune chance de grossesse. Mais dans le reste du règne animal, une plus grande fertilité semble accélérer le vieillissement. Par exemple, les chauves-souris qui ont un nombre important de descendants vivent moins longtemps que celles qui en ont moins. Il est possible que les chauves-souris, lorsqu'elles ont la possibilité de se reproduire, investissent tout ce qu'elles ont. Les organismes qui ont une excellente reproduction au début de leur vie ne sont pas aussi performants à la fin, explique M. McHugh. Il y a aussi des espèces dont la durée de vie varie considérablement d'un sexe à l'autre. Typiquement, les fourmis, les abeilles et les termites ont dans leur rang un roi ou une reine qui est très fertile et vit longtemps. Dans leur cas, il est aussi intéressant de se demander pourquoi le coût de la reproduction ne réduit-il pas leur durée de vie, et qu'il existe une telle différence entre les deux modes de vie que les théories du vieillissement ne s'appliquent pas à eux de la même manière. Si la reproduction a une telle influence sur notre durée de vie, pourquoi les humains vivent-ils si longtemps après que nombre d'entre nous ont cessé d'avoir des enfants? L'hypothèse de la grand-mère suggère qu'il est important que les parents plus âgés restent en vie parce que la reproduction est une activité coûteuse et risquée. Une grand-mère peut participer à la survie de certains de ses propres gènes en réalisant un investissement dans ses petits-enfants, et une vie plus longue pourrait donc constituer un avantage du point de vue de la sélection naturelle. Les familles où les grands-mères sont présentes ont une capacité de reproduction beaucoup plus élevée, mais comme les petits-enfants ne partagent que 25% de leurs gènes avec leur grand-mère, ils sont aussi liés à elle qu'elle l'est à ses neveux et nièces. Il se peut aussi que par le passé, les femmes n'aient pas été assez nombreuses à survivre, pense M. McLachove, qui revient sur le principe fondamental du vieillissement, à savoir que la sélection naturelle s'affaiblit après la reproduction. Les hommes tentent de modifier les lois de la nature en cherchant le secret de l'immortalité. Un nombre croissant de milliardaires de la technologie ont décidé d'utiliser leur énorme richesse pour tenter d'aider les humains à enjouer la mort. Jeff Bezos d'Amazon, Larry Page d'Alphabet, Larry Ellison d'Oracle et Peter Thiel de Palantir ne sont que quelques-uns des super riches qui se sont intéressés de près au domaine en plein essor de la longévité. Bien que les progrès soient loin d'être garantis, ils espèrent que divers médicaments, thérapies et autres moyens scientifiques permettront à l'homme de vivre bien au-delà de 100 ans, 200, 300 ans, voire plus. Mais leurs efforts profiteront-ils à l'humanité dans son ensemble ou seulement à une élite? C'est une question délicate qui divise l'opinion. Accepteriez-vous de bénéficier des fruits de leurs recherches? L'immortalité vous tente-t-elle? Les technologies qui, au départ, ne sont accessibles qu'aux riches, deviennent plus largement disponibles avec le temps, explique Stefan Schubert, chercheur à la London School of Economics and Political Science. Des voyages en avion au smartphone en passant par la médecine. L'investisseur technologique Jen Tайлin, officiellement connu comme le cofondateur de Skype, a déclaré que la quête de la Silicon Valley pour vivre éternellement finira par profiter à l'humanité dans son ensemble. Il pense que la mort involontaire est mauvaise d'un point de vue moral, ce qui fait de la recherche de la longévité une chose noble. Sean O'Hagerses, co-directeur du Centre d'aide du risque existentiel de l'Université de Cambridge, affirme que de nombreuses avancées dans le domaine de la science de la longévité pourraient avoir de larges retombées, ajoutant qu'elles pourraient réduire l'apparition ou la gravité des maladies liées à l'âge, notamment la démence et la santé cardiaque. L'allongement de la durée de vie maximale de manière significative à court terme lui semble peu probable, mais l'identification et l'arrêt des facteurs liés au vieillissement qui augmentent la prépondérance et la gravité des conditions liées à l'âge sont plus plausibles pour lui. Il y a d'autres théories qui craignent que les ressources limitées de la Terre ne soient mises à rude épreuve si les gens vivent plus longtemps et en meilleure santé. Toutefois, d'ici à ce que des progrès significatifs soient réalisés en matière d'allongement de la durée de vie, O'Hagerses s'attend à ce que les chiffres de la population soient plus stables dans de nombreuses régions du monde, grâce aux progrès réalisés en matière d'émancipation des femmes et à d'autres facteurs. Si certains pensent que les milliardaires devraient pouvoir dépenser leur argent comme bon leur semble, tout le monde ne s'accorde pas sur le fait que les milliardaires de la technologie devraient utiliser leur argent pour financer la recherche sur l'allongement de la durée de vie. John Crowcroft, professeur d'informatique à l'université de Cambridge, pense qu'il ferait mieux de consacrer une plus grande partie de leurs milliards aux technologies d'atténuation du changement climatique plutôt qu'à la recherche sur sa longévité. M. Bezos, deuxième homme le plus riche du monde derrière Elon Musk, a investi une partie de ses 199 milliards de dollars dans une nouvelle start-up de rajeunissement appelée Altos Labs. La start-up anti-âge, qui serait à la recherche d'une technologie de reprogrammation biologique, serait également soutenue par le capital risqueur russo-israélien Yuri Milner, qui a fait fortune en tant qu'investisseur de la première heure dans Facebook. Par ailleurs, il faut souligner aussi le cas du fondateur d'Oracle, M. Ellison, qui a fait don de plus de 370 millions de dollars à la recherche sur le vieillissement et les maladies liées à l'âge. Les fondateurs de Google, Sergey Brin
et Larry Page ont participé au lancement de Calico, une entreprise secrète qui suit des souris de la naissance à la mort. L'un des plus grands défenseurs de l'allongement de la durée de vie parmi les milliardaires de la technologie est Thiel. Au cours de l'année 2006, il a fait don de 3,5 millions de dollars pour soutenir la recherche contre le vieillissement par l'intermédiaire de la fondation à but non lucratif Methuselah Mouse Prize, notamment une amélioration spectaculaire de la santé et de la longévité pour tous. Thiel aurait augmenté son investissement dans la fondation Methuselah Mouse Prize à 7 millions de dollars en 2017. Turritopsis nutricula, la méduse qui a découvert le secret de l'immortalité. Méduse immortelle, nommée scientifiquement Turritopsis dorni, elle a une durée de vie presque infinie, et pour cause, elle ne peut pas mourir de vieillesse. Si les méduses immortelles adultes sont menacées ou exposées à un stress environnemental excessif, elles peuvent revenir au stade juvénile du polype. Cela correspond au stade embryonnaire chez l'homme. Ce polype se développe et fournit un clone de l'âge adulte antérieur. Turritopsis dorni peut répéter indéfiniment ce processus d'adulte à polype et de polype à adulte, ce qui le rend biologiquement immortel. Elle inverse le vieillissement comme si elle était revenue en enfance, un peu comme Benjamin Button, le célèbre personnage admiré par David Fincher dans le film à succès de 2008. La régénération des méduses immortelles trouve son origine dans la transdifférenciation cellulaire, c'est-à-dire le changement d'état, un processus qui influence aujourd'hui le travail de nombreux biologistes et généticiens. Là encore, la nature est une merveilleuse porte d'entrée vers certaines voies de santé inexplorées, auxquelles le biomimétisme apporte une clé de compréhension essentielle. Ainsi, les méduses immortelles développent des cellules souches qui réparent les tissus endommagés chez l'homme. Cela peut être à l'origine de nouveaux traitements, mais qui sont toujours à l'étude au laboratoire. Avec un modèle d'immortalité grâce à cette méduse, les scientifiques pourraient découvrir des traitements anti-âge et même le potentiel de renforcement des chromosomes dans l'ADN. Bref, le biomimétisme et les biotechnologies vont allonger considérablement la durée de vie des humains. On sait déjà que nous sommes terriblement gourmands en énergie, en ressources naturelles, en espace. Quelles seront les conséquences irréversibles de la présence humaine sur Terre alors qu'elle se multiplie avec des durées de vie doubles? Et c'est sur ces questions que nous mettons un terme à la vidéo de ce jour. Donnez-nous vos réponses en commentaire et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner sans oublier d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas également de consulter les diverses sources en bas dans la partie description de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin avec nous et à très prochainement pour de nouvelles vidéos sur Agora.